partie voirie, tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est, tout ce qui est tracé en plan. Nous l'avons déjà traité. Et donc, dans cette séance, nous avons également fait une petite présentation des profils en, des profils, du profil en long. Aujourd'hui, on va détailler. D'accord. Donc, je rappelle le profil en long du réseau. C'est la coupe longitudinale du terrain sur un plan vertical, portant les altitudes des points se trouvant sur l'axe du futur réseau projeté, tel que les terrains naturels correspondants. D'accord. Donc, dans cette partie, on va parler du profil en long du réseau, qui est un élément fondamental de la conception routière, parce qu'il permet de comprendre comment la route elle évolue en altitude tout au long de son tracé. D'accord? Donc, le profil en long, comme je viens de le décrire, c'est une coupe faite dans le sens de la longueur de la route. On représente cette coupe sur un plan vertical, ce qui permet de visualiser ces altitudes. Comme vous voyez ici, j'ai les altitudes terrain naturel et les altitudes de projet, les altitudes projetées. Donc, on y retrouve les altitudes des points situés sur l'axe de la route, ainsi que les altitudes du terrain naturel qu'on appelle TN. D'accord? Donc, il faut juste faire attention à un point, c'est que le profil en long, il est relatif au tracé en plan du réseau de voirie. Genre, on ne peut pas faire un profil en long sans avoir d'abord défini l'axe de la route sur le plan. Et donc, si je modifie le tracé en plan, automatiquement, le profil en long, il change. D'accord? Donc, la question qui se pose, est-ce qu'on peut faire un profil en long sans le tracé en plan? Non, parce qu'il faut toujours travailler sur le tracé en plan qu'on a déjà défini. Et c'est à la base, sur la base de ce tracé en plan, le profil en long, le profil en long, il est défini. Si je fais n'importe quelle modification sur le tracé en plan, automatiquement le profil en long change. Et ces trucs, on les fait sur le logiciel Covadis, d'accord? Donc, comme vous voyez ici, j'ai un profil en long. On voit en haut la représentation graphique du terrain naturel et la ligne de projet. Et cette ligne irrégulière, c'est le terrain naturel. La ligne la plus régulière, c'est la ligne de projet. Les lignes verticales que vous voyez ici, ce sont les points de chaînage ou les distances. Et puis, sur l'axe vertical, on trouve les différentes altitudes, les échelles, et ainsi de suite. Longitudinalement, on est obligé de donner à la route une pente minimale de 3%, et ce pour assurer les drainages des eaux de ruissellement. On a déjà fait ceci la semaine dernière, donc c'est juste un tout petit rappel. Genre, sur la pente minimale longitudinalement, elle doit être de 3%.
Et sinon, dans certains cas particuliers, donc on peut descendre à 2%, voire 1,5%, mais ça ça reste dans des cas rares, dans des cas accidentels, ça reste très exceptionnel. Genre, une bonne pente, ça permet l'évacuation de l'eau. Et donc, sans pente, on aura des stagnations et des dégradations de la chaussée en conséquence. Ici, une autre question qui se pose. Pourquoi on ne peut pas avoir une route parfaitement horizontale? Parfaitement horizontale, ça engendre des stagnations. Et donc, ça peut dégrader notre chaussée. Et donc, pour résumer, le profil en long permet de comparer le terrain naturel et le projet et de vérifier les pentes et d'assurer un bon écoulement des deux tout en garantissant un confort et la sécurité des usagers. J'espère que vous arrivez à comprendre ce qu'il y a dans ce diapo. Ici, on va traiter le point de la construction de la ligne rouge. L'ajustement de la ligne rouge, il permet de visualiser la position de la voirie par rapport au terrain naturel. Comme vous voyez ici au niveau de la photo, voici le terrain naturel. La ligne rouge, c'est la ligne de la route projetée. Donc, les recommandations générales à respecter pour la conception de cette ligne rouge, c'est qu'il faut dans un premier lieu prévoir la ligne rouge très proche aux accès des bâtiments pour éviter l'intervention des ouvrages spéciaux. Donc, il faut toujours rapprocher cette ligne rouge aux différents accès des bâtiments pour éviter les dépenses successives. Genre, il y a des entrées, il y a des bâtiments quelque part, il faut que j'évite il faut que j'évite à ce que la route elle n'aura pas les mêmes altitudes, donc les éléments qui sont déjà existants. Donc j'essaie de prévoir une route اللي كتقرب من les éléments qui existent déjà. Ça, dans un premier temps, il faut assurer également une pente minimum de 0,5% dans certains terrains de morphologie jugée plate pour permettre l'écoulement des eaux de ruissellement. Donc, l'ajustement dans un premier lieu de la ligne rouge, il permet de visualiser clairement comment la route se situe par rapport au terrain naturel. L'objectif, il n'est pas de suivre exactement le terrain naturel, mais plutôt de trouver un compromis entre la technique, le coût et le confort. Et donc, dans un premier lieu, il faut éviter des ouvrages spéciaux qui coûtent cher, genre les murs de soutènement, les escaliers, les rampes. Et donc, si la route elle est trop haute par rapport à une maison, il nous faudra un mur. Ou si elle est trop basse, il nous faudra des escaliers ou des rampes. Donc, ce qui peut coûter trop cher. Donc, il faut ajuster légèrement la ligne rouge de façon à ce qu'elle soit très proche aux accès de ces bâtiments. Également pour la pente, il faut que cette pente minimale euh, soit dans assurer une pente minimale de 0,5%, surtout dans les terrains plats. Pourquoi? Parce qu'elle est indispensable pour permettre l'écoulement de ruissellement. Donc, même dans le terrain plat, il faut toujours éviter la pente nulle, mais toujours une pente minimum, parce que sans pente, l'eau, elle va stagner, ce qui va entraîner des stagnations de la chaussée. Comme vous voyez ici au niveau du schéma gauche, il montre les différentes possibilités de tracé de lignes rouges par rapport au terrain naturel. Certaines solutions y sont plus adaptées que d'autres selon la morphologie de ce terrain. Par contre, au niveau du terrain
Au niveau de cette photo, on voit clairement la différence entre le terrain naturel et la ligne rouge. La ligne rouge, elle est plus régulière avec des pentes maîtresses. Le terrain naturel, il est irrégulier. La ligne rouge, elle est optimisée. Donc la ligne rouge n'est jamais tracée au hasard, mais plutôt, c'est un choix technique qui vise à réduire les coûts, qui vise à assurer le drainage et à garantir le confort des usagers. Dans certains terrains très accidentés, on peut même assurer une pente de 7% sur le tronçon de voirie ayant des aires de stationnement. J'explique. Donc, dans certains cas, notamment dans les terrains très accidentés, on peut être amené à adopter des pentes plus importantes que les valeurs habituelles. Moi, jusqu'à l'instant, j'essaie de réexpliquer ce qu'on a fait la séance dernière. On peut aller jusqu'à 7% de pente longitudinale pour certains tronçons. Pourquoi on accepte une pente aussi forte, surtout dans les aires de stationnement? Parce en terrain accidenté, il faut suivre strictement des pentes faibles. Il va entraîner des déblais et des remblais très importants. D'accord? J'ai un terrain qui est déjà très accidenté. Si j'essaye de vraiment de faire une pente très faible, ça va m'engendrer des déblais et des remblais très importants et donc des coûts qui sont élevés et parfois ça peut même ça peut même résulter des problèmes de stabilité. Donc, la pente de 7% est un compromis technique pour mieux s'adapter au relief naturel. Et donc, pourquoi c'est acceptable dans les aires de stationnement? Parce que la présence d'aires de stationnement, elle permet de casser la monotonie de la pente et d'offrir des zones où des véhicules peuvent s'arrêter en sécurité. Et donc, ces zones elle limite l'inconfort pour les usagers, elle améliore la sécurité, notamment pour les démarrages en côte, d'accord? Même si 7% elle est acceptable, même si cette pente elle est acceptable, cela reste une pente très forte. Et donc, on doit faire très attention au drainage des eaux, il faut faire attention à la sécurité des véhicules, à l'accessibilité, surtout pour les piétons et les personnes à mobilité réduite. Donc, en terrain très accidenté, on peut accepter des pentes allant jusqu'à 7% à condition qu'elles soient justifiées, qu'elles soient limitées en longueur et surtout accompagnées de dispositifs comme des aires de stationnement. Euh, Également, dans certains terrains accidentés, on peut assurer des pentes de 12 à 14% sur les tronçons simples et non pas sur les aires de stationnement. Et ce, pour ne pas compromettre la stabilité des véhicules en stationnement, surtout pendant la période hivernale où la chaussée elle est glissante, et éviter les grandes vitesses d'écoulement qui entraînent les inondations pour les eaux pluviales et l'intervention des ouvrages spéciaux pour les réseaux d'assainissement. D'accord, on explique. Ces pentes de 12 à 14% sont toutefois réservées uniquement aux tronçons qui sont simples et jamais à des aires de stationnement. Pourquoi on ne peut pas adopter une pente aussi forte dans des aires de stationnement? J'explique. Une pente de 12 à 14%, elle compromet la stabilité des véhicules en arrêt, surtout dans la période hivernale lorsque la chaussée elle devient très glissante. Et donc, il y a un risque de glissement des véhicules même à l'arrêt, ce qui est inacceptable de point de vue sécurité. Un autre problème, il est lié aux eaux pluviales. Les fortes pentes, elles entraînent également, qu'est-ce qu'elles entraînent? Elles entraînent également une augmentation de la vitesse. Elle entraîne une augmentation de la vitesse des écoulements des eaux pluviales. Et donc une vitesse, et donc une vitesse très élevée
peut provoquer des inondations en aval. Elle peut provoquer également de l'érosion, des surcharges du réseau d'assainissement. Et donc, en limitant l'usage de ces fortes pentes, en tronçons simples, on évite aussi de multiplier les ouvrages spéciaux pour les réseaux d'assainissement, comme les regards dissipateurs ou les ouvrages de ralentissement des écoulements. D'accord? Donc, les pentes de 12 à 14% sont donc des solutions très exceptionnelles, hein, qui sont utilisées uniquement lorsque le terrain il l'impose et sur des tronçons courts sans stationnement. D'accord? Alors, récapitulons. Les pentes maximales retenues au niveau des profils en long sont de pente 7% comme maximum normal et une pente de 12% comme maximum absolu. Une pente de 7% comme maximum normal, elle est acceptable dans la majorité des cas, notamment en terrain accidenté, sous certaines conditions et même dans les zones de stationnement. Une pente de 12%, elle correspond à la pente maximum absolue à utiliser uniquement en matière très exceptionnelle ou sur des tronçons courts et simples et jamais sur des aires de stationnement. Au-delà de ces valeurs, les contraintes de sécurité, les contraintes de drainage, les contraintes de confort, ils deviennent trop importantes pour une voirie urbaine. Ici, on va voir l'angle saillant et l'angle rentrant et les valeurs minimales des rayons de raccordement dans un profil en long. Dans l'angle saillant, la valeur minimale est de 1000 mètres. Et en angle rentrant, la valeur minimale est de 500 mètres. Nous avons déjà expliqué la séance dernière comme quoi un angle saillant, c'est l'angle qui vient comme une bosse et l'angle rentrant qui vient comme une cuve. Parce que toujours dans n'importe quel dessin, on va trouver des alignements droits et entre ces alignements droits, on ne peut pas travailler des sommets, euh, avec des sommets qui sont aussi très pointus. On ne peut pas avoir une route de telle manière. Donc, il faut adoucir ces changements d'un alignement droit vers un autre. Et donc, on intègre des rayons de courbure. Et ces rayons de courbure, ce sont les rayons de raccordement dans un profil en long. Et ces angles, ces rayons, ces courbes, euh, ou ces rayons de raccordement, ils ont des valeurs minimales à adopter. Euh, genre des valeurs minimales qu'on doit respecter et qu'on ne doit jamais partir au-delà de ces valeurs minimales. Euh, l'angle séant, l'angle séant, comme j'ai dit, c'est celui qui correspond à une bosse, c'est-à-dire le point haut du profil en long. Et donc, pour assurer le confort des usagers, surtout côté visibilité, cet angle, il ne doit jamais être brutal, d'accord? On ne doit jamais avoir une bosse brutale, un changement de pente d'une manière brutale, mais plutôt, il faut le raccorder par une courbe verticale et dont la valeur minimale est de 1000 mètres. De telle manière à ce qu'il faut insister sur la visibilité, il faut insister sur le confort et sur la sécurité. En contrepartie, dans les angles rentrants, genre, c'est celle qui correspond à une cuve, c'est-à-dire au point bas du profil en long. Là aussi, il faut jamais partir de façon brutale sur ce changement de pente, mais plutôt utiliser une courbe de raccordement, mais
la valeur minimale pour un angle rentrant est de 500 mètres pour ne pas avoir le problème d'écoulement des eaux et toujours pour garantir le confort des véhicules. Donc, les rayons, ils sont plus grands en angle saillant. Pourquoi? Parce que la visibilité est plus critique au sommet que dans une bosse, au sommet d'une bosse que dans une cuve, pardon. En angle rentrant, le problème principal est plutôt lié au drainage et à l'évacuation des eaux, ce qui explique un rayon minimal plus faible. Et puis finalement, avant de dessiner un profil en long, il y en a plusieurs règles. Donc, pour établir un profil en long, nous devons répondre à des exigences, notamment respecter l'implantation des ouvrages d'art déjà existants. Il faut minimiser les terrassements en veillant à équilibrer entre les volumes de déblai et le volume de revêt. C'est la raison pour laquelle il faut se rapprocher se rapprocher le plus vers le terrain naturel et surtout assurer la visibilité et le confort des usagers, que ce soit dans les changements de pente, que ce soit dans les angles saillants, et également toujours de faire en sorte de, 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 de régler le problème lié au drainage. Donc, la première exigence, respecter l'implantation des ouvrages d'art, comme les ponts, les dallots qui sont déjà existants, les passages hydrauliques, les autres ouvrages. Donc, le profil en eau, il doit s'adapter à ces contraintes et non pas l'inverse. De même, on cherche toujours à équilibrer entre les volumes de déblai et les volumes de remblai afin de limiter les coûts, les transports des matériaux. C'est pour cette raison qu'on essaie de se rapprocher le plus possible au terrain naturel. Le problème également de la visibilité, cela, il concerne aussi bien les changements de pente, les angles saillants, les angles rentrants, qui doivent toujours être raccordés de manière progressive. Et puis, le profil en lent, il doit permettre un bon l'écoulement des eaux, éviter les points bas mal drainés, éviter les problèmes d'inondation et de stagnation. Et en résumé, un bon profil en long, c'est un compromis entre le terrain naturel, entre les contraintes techniques, entre la sécurité et entre le confort des usagers et puis finalement le drainage. D'accord. Ici, on va parler sur les rayons de courbure et les changements de déclivité, c'est-à-dire ce qui se passe lorsqu'on passe d'une pente à une autre dans un profil en long. L'intersection directe de deux alignements en déclivité, elle peut compromettre le confort et surtout la sécurité des usagers. Et donc, la question qui se pose, pourquoi ce changement brutal est-il dangereux? Un changement brusque de déclivité, par exemple une rampe vers un creux ou une rampe vers une pente, ça peut provoquer un changement brutal du sens de l'accélération. Et cela, il peut créer des sensations désagréables pour les usagers, et peut même devenir très dangereux. C'est comme passer brutalement d'une descente à une montée. Le véhicule, il tape
et l'usager est déstabilisé. Et donc, au niveau des sommets, le problème principal est la visibilité. Si le rayon de raccordement est trop faible, la distance de visibilité n'est pas suffisante pour permettre au conducteur de freiner avant un obstacle. Et c'est la raison pour laquelle on utilise des raccordements verticaux. Donc, il existe des raccordements au sommet et des raccordements au creux. Voici comme vous voyez en angle saillant et voici en angle rentrant. De là. Ici, on va expliquer la conception de la courbe dans un angle saillant. Comme vous voyez ici, c'est ces deux alignements droits. Ils se croisent dans un sommet en angle saillant. Non. La conception de la courbe verticale dans le cas d'un angle saillant, c'est-à-dire au niveau de la bosse. Vous voyez ici, au niveau de la bosse. Comme je l'ai déjà expliqué, au sommet, le critère le plus important, c'est la visibilité. Donc, sur ce schéma, on voit deux véhicules. Un véhicule à l'approche du sommet et un autre après le sommet. La ligne rouge, cette ligne rouge, elle représente, c'est la ligne de visibilité, genre, est-ce que, c'est-à-dire que le conducteur, ce que le conducteur peut réellement voir devant lui. Voici le début de la courbe verticale. Ici, le point d'intersection des pentes et la fin de la courbe verticale. Et puis ici, j'ai la pente avant le sommet et ici, la pente après le sommet. Cette distance DA, c'est la distance de visibilité d'arrêt. Cette distance, elle doit être suffisante pour permettre au conducteur de voir un obstacle et d'arrêter. Genre, cette distance, c'est elle qui permet de garantir la sécurité, de donner assez de temps pour freiner et surtout, au niveau du sommet, là où nous avons la visibilité, elle est réduite. Donc, lorsque la distance de visibilité DA est inférieure à la longueur entre la rentrée et la sortie de la courbe, et lorsqu'elle est supérieure à cette longueur. Donc, selon le cas, il y a une formule utilisée pour déterminer la longueur de la courbe. Genre,
juste un point, on n'est pas là ici pour, euh, pour mémoriser ces formules, mais plutôt pour comprendre qu'on dimensionne la courbe à partir de la visibilité. Genre, plus la visibilité exigée est grande, plus la courbe, elle doit être longue. Et donc, plus le rayon, il va être grand. C'est pour cette raison que les angles saillants, ils nécessitent des rayons très importants, souvent supérieurs à ceux des angles rentrants. Genre, au sommet d'une bosse, le problème principal, c'est toujours la visibilité. Et le conducteur ne voit pas ce qu'il y a après le sommet. Et donc, si le changement, il est brutal, le conducteur ne peut pas voir l'obstacle à temps pour freiner. Donc, pour éviter ce problème, on veille on ne relie jamais les deux pentes directement, mais plutôt on réalise une courbe verticale qui adoucit le changement de pente. Et donc, plus la distance de visibilité demandée est grande, plus la courbe doit être longue. Donc, dans un angle saillant, on adopte toujours des rayons de courbure très importants. Qui dit un angle saillant, dit une bosse, dit un problème de visibilité et donc une grande courbe. De la même manière, au niveau de l'angle rentrant. En résumé, dans un angle saillant, la conception de la courbe verticale est guidée principalement par la visibilité afin d'assurer la sécurité des usagers. Et donc, pourquoi la visibilité est-elle plus critique au sommet qu'un creux? Parce que le sommet, il masque la vue. En contrepartie, dans l'angle rentrant, il faut toujours prendre en considération comme quoi dans le niveau des points les plus bas, c'est les points les plus critiques où l'eau elle peut stagner. Et donc, dans un angle rentrant, le problème n'est plus la visibilité, mais plutôt le confort et le comportement de véhicule. Et donc, lorsque le véhicule il passe par une cuve, il y a un changement du sens de l'accélération. Le véhicule est d'abord entraîné vers le bas, puis vers le haut. Il est entraîné vers le bas, puis vers le haut. Et donc, si le changement il est trop brutal, cela il peut provoquer un inconfort et des efforts importants sur le véhicule. Et donc, pour éviter ceci, on réalise une courbe verticale qui adoucit progressivement la pente, le changement de la pente. Et plus le changement de pente est important, plus la courbe elle doit être longue. Et donc, dans une cuve, il faut aussi faire attention au drainage des eaux pluviales car l'eau a tendance à s'accumuler dans les points bas. Et donc, angle rentrant, c'est une cuve, problème de confort et de drainage, et donc une courbe douce. Angle saillant, le problème c'est de la visibilité, et donc une courbe très importante. Donc, pour conclure, le profil en long est un élément essentiel pour la conception d'une voirie. Il permet de définir l'évolution des altitudes le long de la route tout en respectant les exigences de la sécurité, de la sécurité
euh, du confort, du drainage et du coût. La conception du profil en long, elle repose sur le respect des pentes admissibles, sur la bonne implantation de la ligne rouge, sur l'utilisation des courbes verticales au niveau des changements de pente, et les angles saillants sont principalement liés à la visibilité, tandis que les angles rentrants sont liés au confort et au drainage. Un bon profil en long est donc toujours un compromis entre le terrain naturel et les contraintes techniques. D'accord? Donc, le profil en long, c'est une coupe verticale suivant l'axe de la route. Comme vous voyez ici, j'ai le terrain naturel et j'essaye le plus de me rapprocher de ce terrain naturel. Il compare le terrain naturel et la ligne de projet, la ligne rouge. Les pentes, elles doivent assurer le confort, et la sécurité et le drainage. Les changements de pente se font toujours par des courbes verticales. L'angle saillant, on a le problème de visibilité. L'angle rentrant, on a le problème de, de, de drainage et de confort. Donc, en voirie, un bon profil en long, c'est une route sûre, c'est une route confortable et une route bien drainée. Donc, le profil en long est un graphique sur lequel sont reportés tous les points du terrain naturel et l'axe du projet. Il est établi en premier lieu. On s'appuie sur ce document pour le dessin des profils en travers. Le profil en long, c'est un graphique sur lequel on reporte tous les points. C'est le premier document sur lequel on s'appuie. Donc, sans profil en long, on ne peut pas faire des profils en travers. Sur ce schéma, la ligne verte, terrain naturel, la ligne rouge, c'est la ligne représentant le profil projet, qu'on appelle aussi la ligne rouge. Les zones bleues, c'est les zones de terrassement. Ici, j'ai un déblai, ici j'aurai un remblai et ici j'aurai un déblai. Alors ici, j'aurai les côtes de projet, le côte de la terre, de la route projetée. On trouve également les informations du côte du terrain naturel, les différents numéros des profils, les profils en travers que j'aurai par la suite, les distances cumulées. Par exemple, ici, j'ai un terrain de 330 mètres. Les distances partielles entre les différents profils en travers. Ici, j'aurai le premier profil en travers, le second, le troisième, le quatrième et le cinquième. Et puis finalement, le dernier est celui de le premier. Donc, 5 plus 2, c'est 7. Et puis, les déclivités du projet, les pentes du projet. Donc, on peut repérer sur le profil les pentes, les rampes, les points bas, les points hauts, les raccordements verticaux. Tout ce qu'on a vu théoriquement, il apparaît ici graphiquement. Par exemple, au niveau de ce terrain naturel, on trouve deux angles, on trouve que des angles rentrants. Ça doit être ici, ça doit être également ici. Donc, c'est les points où j'ai deux sommets d'alignement droit qui se croisent.